Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être là. Je remercie beaucoup l'IRSST de m'offrir cette opportunité de présenter les résultats d'une recherche qui s'est tenue pendant à peu près 2 ans et qui s'intéressait à cette question-là. Les pratiques mises en œuvre dans le milieu de travail pour prévenir les troubles musculo-squelettiques associés au travail à l'ordinateur. On parle ici de travail à l'ordinateur assez conventionnel, celui qu'on connaît, associé à la bureautique. J'ai fait ce travail-là avec les collègues que vous connaissez bien. Alors, Marie Saint-Vincent est la responsable du projet. J'ai travaillé avec Georges Toulouse, qui est aussi quelqu'un que vous connaissez bien, chercheur à l'IRSST, et Mme Roselyne Trudeau, qui s'est jointe à nous. Donc, ce projet-là qui portait sur... on voulait faire un portrait de ce qui existe, des choses qui se passent bien dans le milieu de la bureautique, de façon à pouvoir éventuellement en faire profiter l'ensemble des milieux de travail. Donc, un mot sur l'importance du secteur. Quand on regarde les statistiques actuelles, c'est 70 des travailleurs qui utilisent un ordinateur au travail. C'est beaucoup de monde. Et on sait que les problèmes des troubles musculo-squelettiques sont un problème en santé au travail assez important chez les métiers plus physiques, mais aussi dans ce secteur-là. On sait qu'il y a des liens entre le travail à l'ordinateur et les troubles musculo-squelettiques. Cependant, ils ne sont pas tellement déclarés à la CSST. Ce sont souvent des douleurs, des malaises qui apparaissent et qui font en sorte que l'employeur va répondre de façon ponctuelle à une personne qui se pointe avec un billet de médecin ou avec une plainte à l'effet qu'elle ressent des douleurs. Parce qu'on sait qu'il y a un lien entre santé et productivité, à savoir que si on a mal, si on n'est pas confortable, on va moins bien travailler. Donc, il y a des actions comme ça qui se font. Puis l'intérêt de ce projet-là aussi, c'est qu'on pense au vieillissement de la population, à l'effet qu'on est censé être de plus en plus nombreux à travailler plus longtemps. Et c'est important d'avoir des situations de travail qui soient bien adaptées à ce qu'on est et à ce qu'on fait. Nous savons que de nombreuses activités de prévention sont réalisées. Le nous étant l'équipe de recherche. Et nous, ce qu'on souhaitait, c'est de stimuler la prévention en élaborant des principes d'action qu'on sait qui fonctionnent ou qu'on va examiner dans ce projet-là. Et c'était l'idée finalement de stimuler la prévention, de faire un partage des bonnes pratiques qui existent. À cet effet-là, on n'est pas représentatif d'un secteur en particulier. On essaie d'être représentatif des bonnes pratiques dans le domaine. On veut savoir quelles sont les actions qui sont prônées ou qui sont réalisées par les conseillers, les consultants ou encore les ergonomes, experts, conseils qui sont à l'extérieur des organisations puis qui vont prêter main forte pour faire des actions de prévention. On veut savoir que font les organisations, que ce soit du secteur public ou privé, qui sont proactives dans le domaine. Quelles sont les conditions gagnantes pour avoir du succès en prévention, les difficultés qui sont rencontrées. Et comme on dit bien souvent en ergonomie, on dit comprendre le travail pour l'améliorer. Ici, c'est comprendre la prévention pour l'améliorer, éventuellement pour la stimuler. Quelques traits de la méthodologie qu'on a retenue. Donc, on voulait avoir une idée des experts. Qu'est-ce qu'ils font quand une entreprise veut faire des actions? Et par ailleurs, on voulait avoir de l'interne, que font les personnes qui s'organisent en prévention? Donc, on a décidé de faire des entretiens avec 25 ergonomes ou conseillers santé et sécurité actifs en prévention de troubles musculo-squelettiques en bureautique. Alors, on retrouvait des ergonomes consultants, mais aussi des ergonomes spécialistes à l'intérieur d'organisations. En majorité, on avait une vingtaine de personnes qui étaient vraiment externes, qui étaient soit les associations sectorielles paritaires ou des consultants à leur compte. On a fait aussi des entretiens avec des acteurs de la prévention, soit dans 18 organisations, rencontrer des personnes qui ont des décisions à prendre dans ce domaine-là. Et on avait une personne contact dans une organisation et cette personne-là nous indiquait quelles étaient les meilleures contributions qu'on retrouvait dans le processus de prévention et on les rencontrait. Alors, ça variait selon les organisations. Au total, on a fait 92 entretiens avec ce personnel-là. J'ajouterais qu'on a fait une revue de littérature aussi avec Mme Isabelle Feillou, qui a été d'une très généreuse contribution. On est parti avec des mots-clés, les moteurs de recherche dans les systèmes informatiques avec la Bibliothèque de l'Université Laval. On est parti de 2000 articles qui portaient sur le sujet, à peu près moitié-moitié français-anglais, et avec différents filtres et lectures de résumés. On est arrivé à déterminer 53 articles extrêmement pertinents qui couvrent, certains d'entre eux portent sur des revues de la question en intervention, mais aussi revues de la question en prévention de troubles musculo-squelettiques bureautiques, et d'autres
plus spécifiquement sur des interventions. Alors, les personnes que ça intéresse, on a fait un effort dans le rapport de recherche. L'annexe présente ces 53 articles-là avec un bref résumé. Alors, ça peut épargner beaucoup de travail. Alors, en plus, on a aussi rencontré une trentaine d'employés dans ces organisations-là. Alors, pour ce qui est des conseillers ou des ergonomes, on s'est aperçu qu'on avait vraiment une très bonne expertise dans ce domaine au Québec. 22 des 25 personnes rencontrées sont des diplômés en ergonomie. Le 3/4 pratiquaient l'ergonomie depuis au moins 10 ans dans ce domaine-là, en bureautique, certains depuis plus longtemps. On était assez impressionnés de constater qu'il y avait plus de la moitié des personnes qu'on a rencontrées qui étaient consultants externes. Ça comptait pour 50 à 75 de leur pratique. Donc, de travailler à la prévention de problèmes musculo-squelettiques associés à la bureautique. Pour ce qui est des demandes d'intervention, on va le voir plus tard aussi, c'est la même chose dans le milieu de travail. C'est d'abord et avant tout pour des évaluations correctives de poste de travail, donc des évaluations individuelles où on demande à un spécialiste de venir ajuster le poste ou de contribuer à l'amélioration du poste. On s'est intéressé aux démarches d'intervention qu'ils réalisaient, leurs résultats et divers aspects de leur pratique. Du côté des organisations, on s'est intéressé à qui était impliqué dans la prévention des TMS bureautiques. On s'est intéressé aux démarches aussi, comment ça se déroulait, le processus d'aménagement des postes, les initiatives, les genres d'appui qu'on peut retrouver à l'interne ou à l'externe pour ces personnes-là, comment on va déterminer les équipements utilisés, tout ce qui est des services concernés à partir d'une déclaration de douleur où on en a appris un peu plus sur des déclencheurs, comme par exemple un employé qui arrive avec un billet de médecin un matin ou une plainte à son gestionnaire, etc. Donc, à partir de ce moment-là, qui est souvent le déclencheur, qu'est-ce qui se passe jusqu'à l'aménagement des postes, les mécanismes mis en place, etc. Alors, pour vous donner une idée, on n'est pas dans la TPE du tout ici, on est dans les grandes organisations. Dans les 18, on comptait, plutôt de 225 employés à plus de 10 000. Donc, on avait, pour nous, des moyennes entreprises, on avait 3 qui comptaient moins de 500 personnes. On retrouvait 3 entreprises privées. Et pour 16 des 18 organisations qu'on a rencontrées, on avait plus de 50 des employés qui travaillaient en bureautique, avec un ordinateur. Donc, pour eux, c'était une priorité éventuellement de travailler dans ce domaine-là, compte tenu que c'était la majorité de leurs employés. Je voulais vous faire remarquer qu'il y a quand même des milliers d'évaluations de postes de travail qui sont faites à chaque année au Québec. C'est assez impressionnant de constater qu'il y a des organisations qui en font entre 500 et 1000 par année, d'autres qui en font entre 100 et 500. Alors, c'est de l'expertise, c'est beaucoup de travail qui est déjà fait en prévention, mais c'est davantage associé à de la correction. Donc, c'est souvent à partir de douleurs, de malaise. Et souvent, quand on parle davantage de prévention, on aimerait ça que ce soit avant qu'il y ait des déclencheurs de cette nature-là. Comment on fait ça, une évaluation corrective d'un poste de travail? On parle souvent d'évaluation ergonomique de poste. De façon générale, les consultants nous disaient que pour eux, c'était à peu près 1 heure en moyenne. Dans les organisations, quand on a quelqu'un de l'interne, on nous parlait d'entre 30 minutes et 2 heures. Ça varie. Donc, autour d'1 heure, c'est une moyenne. Normalement, suite à un malaise ou à une douleur qui est déclarée à un gestionnaire ou à un supérieur ou à un conseiller santé-sécurité, la personne à l'interne ou un consultant va s'entretenir personnellement avec l'employé, va parler des liens entre les douleurs, les activités réalisées, les difficultés. Par la suite, il va y avoir des observations au poste de travail, des ajustements qui peuvent être faits immédiatement. Il peut y avoir un certain enseignement, une formation de la personne qui a le poste. On le forme à savoir ajuster les éléments du poste. On va discuter de solutions éventuelles. Il peut y avoir une remise d'un aide-mémoire pour faire des exercices ou un aide-mémoire pour savoir comment ajuster le poste. Et tout ça va se faire à l'intérieur d'1 heure à peu près. Évidemment, s'il y a de l'équipement qu'on peut essayer, dans les grandes organisations, bien souvent, on a un pool d'équipements qu'on peut amener pour un petit clavier ou des appuis-pieds, des appuis-poignets, etc. Ça va être essayé à ce moment-là. Et évidemment, il peut y avoir un suivi par la suite. Alors, j'ai détaillé cette action-là d'évaluer et corriger les postes de travail parce que c'est vraiment la plus fréquente, tant chez les consultants qu'à l'intérieur des organisations. À part de ça, bien, il y a beaucoup d'activités de formation et de sensibilisation des employés. On en a retrouvé dans 11 de ces 18 entreprises-là.
Alors, ça veut dire soit par l'intranet, qu'on diffuse l'information, des capsules qui sortent régulièrement, des kiosques qui peuvent exister, des activités de sensibilisation comme des conférences, etc. On retrouve aussi l'accompagnement des nouveaux employés, à savoir que les personnes qui arrivent, bien souvent, ils ont quelques heures pour se familiariser avec leur nouveau milieu de travail. Et on essaie d'insérer une formation à l'ergonomie ou du moins un minimum d'informations si la personne veut joindre quelqu'un pour avoir des appuis. Et on va souvent l'accompagner aussi dans ses premières journées au poste de travail pour bien ajuster son poste. On a retrouvé aussi des tournées d'ajustement, donc un conseiller santé-sécurité ou encore un ergonome qui va faire des tournées dans un service, par exemple, passer 15-20 minutes à chaque poste de travail pour voir si tout le monde utilise de façon optimale les ajustements de leur mobilier. Et finalement, on avait le cas de la formation des personnes ressources. Les associations sectorielles paritaires, les ergonomes qui travaillent à l'intérieur des associations, ont une certaine demande là-dessus. Ça prend deux formes. À l'intérieur des organisations, quand on a déjà des personnes spécialisées en ergonomie ou dans ce domaine-là, bien souvent, la formation des personnes ressources va être pour des acheteurs, les techniciens en informatique, les gens du service des immeubles, donc des gens qui vont contribuer à la prise de certaines décisions qui vont avoir un effet sur la prévention, comme acheter des bonnes chaises, par exemple. Alors que dans les associations sectorielles paritaires, on retrouve plutôt la formule de former des premiers répondants, à savoir des collègues, des gens qui ne sont pas en autorité, qui travaillent dans les unités, et qui peuvent être les premières personnes qu'un employé consulte pour avoir des conseils de base dans des cas assez simples ou qui ont peu de complexité. Alors, les acteurs clés en prévention dont je vous parlais, alors vous avez en ordre le nombre d'acteurs qu'on a, nous, rencontrés parmi les 92. Je mets les chiffres juste pour vous donner une idée, parce que comme c'était les personnes contacts qui nous les indiquaient, ça veut dire que plus on a rencontré de ces acteurs-là, plus leur rôle revient souvent en prévention dans les organismes rencontrés. Donc, les gestionnaires qui sont les supérieurs immédiats, des personnes pour lesquelles on va retrouver des analyses de poste, les conseillers santé-sécurité. On retrouve les gens des TI, donc technologie de l'information, les directeurs, coordonnateurs, techniciens, des gens de la gestion des immeubles qui vont prendre des décisions beaucoup pour les comptoirs, pour les espaces, etc. Pour les TI, c'est davantage les installateurs de postes de travail. Mais par exemple, la longueur des fils, quand on décide de poser un ordinateur, ça peut être majeur pour aménager un poste. Et si les gens de l'informatique ne le savent pas, ça peut être des semaines de travail dans des mauvaises conditions avant que la situation soit rétablie. Donc, technicien en technologie de l'information, la gestion des immeubles pour les espaces, mais aussi pour commander du matériel. Bien souvent, ils vont travailler avec des designers, des architectes pour déterminer des hauteurs de table, etc. On trouve évidemment les acheteurs, donc ceux qui sont à l'approvisionnement, et des conseillers ressources humaines pour les principaux, ainsi qu'évidemment les ergonomes, kinésiologues qui travaillent pour l'entreprise. Alors, les ressources humaines, habituellement, c'est le point de chute où vont arriver les plaintes, les douleurs, les employés qui vont venir avec le billet de médecin, par exemple. Et pour les ergonomes externes, c'est aussi leur porte d'entrée habituellement. C'est avec les personnes des ressources humaines qui vont transiger. Alors, ça donne un aperçu de la diversité des compétences et des directions qui sont impliquées en prévention des troubles musculo-squelettiques ici. Alors, ces gens-là, les actions qu'ils souhaitent voir implantées, on les a divisées ici en 3 familles, on peut dire, malgré le fait qu'on retrouve quand même déjà de ces activités de formation, de sensibilisation, de prévention. C'est un souhait renouvelé. Par 15 organisations sur 18, c'était quelque chose d'important, à savoir de faire des rencontres d'information, des conférences, des capsules, donc de la sensibilisation. De la formation en ligne sur l'ajustement d'un poste, on parlait d'intranet, mais aussi de sensibiliser des techniciens d'informatique et des gestionnaires, former des personnes ressources. Alors, on a mis ça dans la famille activités de formation et sensibilisation. C'est assez étonnant compte tenu qu'ils en font pas mal tous déjà. Ils souhaitent en faire plus, ils souhaitent en faire de plus diversifié et de poursuivre dans ce sens. Ils souhaiteraient aussi une meilleure collaboration entre la santé-sécurité et les autres acteurs de la prévention. Alors, c'est les acteurs que je nommais tout à l'heure, aux immeubles, aux acheteurs, les ressources humaines, les TI.
Il y a parmi les acteurs rencontrés un souhait d'avoir de meilleurs liens, de meilleures communications, collaborations entre eux. Et pour cette des organisations, on souhaitait vivement avoir des actions pour les nouveaux employés. Alors, les difficultés, des fois, ça va avec les souhaits. Alors, toujours du côté des organisations, mais on retrouve la même chose, mais dans un ordre différent chez les consultants ou les personnes externes qui viennent participer à la prévention. Les relations et la collaboration entre les acteurs, c'est estimé comme quelque chose de difficile dans un petit peu plus de la moitié des organisations. Alors, ça peut être bien souvent par l'habitude de travailler en silo, dans les différentes divisions ou les directions. Les achats font les choses de son côté, les techniciens d'informatique de leur côté, les ressources humaines de leur côté, etc. Donc, cette façon de travailler-là est souvent mise en évidence comme étant quelque chose qui rend la collaboration difficile. On a noté aussi une manque d'uniformité et d'adaptation de mobilier, d'aménagement, même ceux qui sont récemment achetés. Donc, on souhaiterait avoir soit des critères ou avoir dans une organisation plus de communication pour négocier ensemble des critères. Dans le sens que souvent, le look est privilégié au détriment du confort. Alors, selon qui achète, qui va décider. Et si c'était plus discuté, s'il y avait de meilleures relations entre les acteurs, on pourrait peut-être s'entendre sur de meilleurs critères qui ont des effets sur l'activité de travail, des effets positifs. Les nombreux déménagements aussi, on peut penser qu'un déménagement, c'est un déclencheur pour se dire, tant qu'à y être, on va prendre de bonnes décisions d'achat, etc. Et ici, on a noté l'autre tendance aussi qu'à force de déménager, on rencontre quand même une certaine dégradation du matériel puis que les choses vont moins bien. Alors, de profiter de ces moments-là de déménagement, ça pourrait être une façon pour repenser les aménagements pour qu'ils soient plus adéquats. Finalement, manque de conviction, de mobilisation, ce qu'on pense souvent d'engagement de la direction. Curieusement, ça a été nommé juste 3 fois dans 3 organisations, mais on est ici dans des organisations très proactives. Hein? Alors, du côté des consultants, des ergonomes, c'était ce qui arrive en premier. Alors, eux, ils ont l'impression bien souvent d'intervenir dans un cas un peu d'urgence parce qu'il y a une plainte, il y a une déclaration. Et souvent, ils ont à faire beaucoup de travail pour convaincre de l'importance de ce genre de travail-là. Alors, de l'importance de la prévention. Donc, pour les consultants en ergonomie, on avait les mêmes items, mais dans un ordre différent. Soit le manque de conviction, de mobilisation de l'employeur, les difficultés de collaboration. Évidemment, les ergonomes aussi les ergonomes ou les personnes externes en santé et sécurité arrivent bien souvent après les architectes, les designers, et ça peut poser problème aussi. Les éléments de succès, alors on a la formation de sensibilisation qui revient, la collaboration et l'engagement. Alors, les personnes rencontrées estiment leurs activités efficaces. Il y a très peu de mesures brutes en tant que telles, on n'a pas. Mais ils ont vraiment, de par les témoignages qu'ils reçoivent, de par les suivis qu'ils font, ils ont le sentiment que les évaluations qu'ils font des postes de travail, les actions qu'ils font sont efficaces. Alors, en termes de constat, les retombées, alors on voit que l'intervention au poste apparaît pour les intervenants, pour nous aussi, un moyen de prévention efficace. Et on voit surtout toute l'importance de l'expertise qui a été développée au fil des années. Il y a quand même une nécessité d'intervenir sans attendre avant que les douleurs se soient trop installées, que ça devienne chronique. Il y a aussi un constat que c'est important de former, de soutenir les employés avant qu'ils aient mal, avant des douleurs. Et la notion de personne ressource est encore mal connue ici au Québec. On n'a pas d'études là-dessus sur la valeur, le travail qu'ils font, les effets, l'impact. Mais ça semble, avec certaines précautions, ça semble être un bon moyen pour multiplier les efforts de prévention. Et l'importance d'un leader à la prévention à l'interne, c'est très important. Quant à l'expert externe, il peut être un catalyseur de la prévention et peut participer aussi efficacement à cela. Nous, on constate aussi que pour que la prévention fonctionne au mieux, ça prend la coordination entre les services des achats, l'informatique, les immeubles, le GRH. Il faut aussi essayer de profiter de changements pour intégrer l'ergonomie, pour intégrer des bonnes décisions relativement à l'adaptation des postes de travail. Alors, quoi faire avec ces résultats? On a discuté pendant une journée avec les conseillers ergonomes qu'on a rencontrés, une autre journée avec les représentants des organisations participantes. On a fait des rencontres avec le comité de suivi.
Et on a estimé qu'il y avait de bonnes raisons d'élaborer un guide de bonnes pratiques en prévention des TMS associé à la bureautique. C'est là qu'on est rendu. Je participe actuellement à titre de responsable d'un projet de recherche qui vise l'élaboration de contenu d'un guide de bonnes pratiques. On est à mi-parcours. La recherche va se terminer à l'été 2017. Nous, on est en lien étroit avec un comité d'experts. La majorité une bonne proportion des informations qu'on va chercher, c'est auprès d'experts qui travaillent en prévention avec des entreprises. Et on les rencontre, notre comité d'experts, on les rencontre 6 fois en 18 mois. Et on regarde ensemble qu'est-ce qui peut encourager, soutenir, développer la prévention dans ce milieu-là. Alors, jusqu'à maintenant, on a distingué 3 niveaux, à savoir comment démarrer la prévention, quels sont les déclencheurs, les obstacles, les facilitateurs, et une grande importance de comment convaincre des employeurs, comment convaincre de la nécessité de faire quelque chose. Parce que là, on était avec des organisations qui fonctionnaient, qui étaient proactives, et si on veut utiliser ces bonnes pratiques-là dans les milieux où c'est moins courant, il va falloir développer des outils pour convaincre. Donc, initier des actions. Pour ceux qui ont déjà commencé, qui font des choses, bien, il y aurait peut-être des conseils à prendre de toutes ces expériences qu'on a pour les actions de prévention et comment on fait pour perdurer, pour démontrer. Une des bonnes façons, c'est de démontrer des succès pour que ça continue à bien aller. Parce qu'en prévention, c'est souvent un problème qu'on a. Quand ça va bien, on pense que c'est automatique, puis on peut un peu délaisser la vigueur. Donc, on veut faire un guide de bonnes pratiques qui est en complémentarité au riche matériel qui existe actuellement, entre autres matériel qui a été développé par les associations paritaires ou certaines associations de travailleurs ou d'employeurs. Il y en a des guides, entre autres guides d'évaluation de poste de travail. Là. Il y a de l'excellent matériel qui existe. On a à déterminer la forme du guide, mais assurément, ça va être avec témoignages, avec des cas, des exemples, comme outil pour vraiment, si on a des leaders en prévention qui veulent, il y aurait comme une boîte à outils pour être bien armé, pour convaincre, pour être convaincant auprès des partenaires, des acteurs, de l'employeur, etc. On en conclut, nous, que la prévention est tout à fait possible. C'est évident pour la correction au poste de travail, mais le défi du guide, du développement du guide, c'est vraiment d'essayer pour ceux qui font déjà des choses en ergonomie, c'est d'agir davantage en amont, lors de la conception, lors de déménagement. Et on s'est aperçu en cours de route aussi d'une certaine confusion qu'il peut y avoir quant à la part de l'ergonomie versus la part d'un ergonome professionnel. C'est qu'en ergonomie, il existe des outils, des normes, des guides qu'on peut appliquer avec un minimum de connaissances dans le domaine. Mais quand on arrive avec des situations plus complexes, il peut y avoir des erreurs graves si on essaie d'appliquer les choses comme ça sans formation. Alors, il y aurait peut-être un travail à faire de notre part pour bien spécifier là où les contributions sont majeures et essentielles par des spécialistes versus des gens qui peuvent faire de la prévention vraiment peut-être pour 60-70% des cas. Alors, à suivre, peut-être que d'ici un an et demi, je reviendrai vous présenter le contenu du guide en question. Merci beaucoup.